Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Vous êtes ministre d'État, ministre des Outre-mer, numéro 3 du gouvernement. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Et demain, nous soufflerons une bougie, Manuel Valls, celle de la dissolution d'Emmanuel Macron, celle qui, au lieu d'une clarification, a conduit à une situation de blocage du pays, à des alliances baroques, pour reprendre un mot à la mode. Vous qui avez connu les attentats de 2015, vous retrouvez la violence, la barbarie, une hyperviolence des jeunes, un antisémitisme au plus haut, un entrisme islamiste désormais identifié officiellement, même si le président de la République juge bon de dire qu'on fait du brainwashing en bon français et des territoires d'outre-mer, également bien sûr dont vous avez la responsabilité et aussi en demande d'apaisement. Comment faire? Par où commencer? Et y a-t-il vraiment des solutions? Pour vous interroger ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Avant toute chose, je reprends l'anglicisme du président de la République. Est-ce que vous estimez aussi que les Français subissent du brainwashing, autrement dit du lavage de cerveau sur l'hyperviolence qui traverse le pays? Il y a de l'hyperviolence dans notre pays. Il y a beaucoup de violence. Il y a une augmentation des homicides et des tentatives d'homicide depuis maintenant plusieurs années. Et les Français ressentent évidemment dans leur quotidien la violence. Et je ne pense pas que le président de la République nie cette violence. Il a déjà eu l'occasion de s'exprimer régulièrement sur les ravages de l'insécurité, de la délinquance et d'une manière générale de ce passage à la violence, de cette contestation de l'autorité, de l'État, de la République. Mais pourquoi cette phrase alors? Pourquoi vous lui demanderez, ou j'aurai l'occasion peut-être de lui demander quand je le retrouverai cet après-midi. Est-ce que vous pensez aussi que sur certains supports, il y a du brainwashing, du lavage de cerveau, qu'on en fait trop, qu'on parle trop de faits divers qui, pour nous, à CNews, à Europe 1, au Journal du Dimanche, ne sont pas forcément des faits divers, c'est plutôt des faits de société? Pour ma part, je pense qu'il faut toujours parler de la réalité. Il ne faut jamais la nier. Et j'ai été, comme vous le savez, député, maire d'une ville populaire de la banlieue parisienne, Évry, et j'ai toujours considéré d'ailleurs que la délinquance, que la violence s'attaquait en général d'abord aux plus modestes, aux plus faibles d'une société, que comme républicain, ma tâche, et notre tâche donc, c'était de s'attaquer à cette violence. Elle est là, la violence. Elle est installée. Je ne parle pas uniquement de la délinquance, mais de la violence, de la mise en cause de l'autorité républicaine. Nous la vivons, et pas depuis quelques jours, depuis quelques mois. C'est une réalité. Vous l'avez d'ailleurs rappelé, les actes antisémites, cet attentat raciste dans le Var contre Hichem, les 2 morts à l'occasion ou en marge des violences après la victoire du PSG, l'intervention bouleversante hier, je crois, du père de ce jeune garçon Benoît tué pour rien, évidemment. Avec le meurtrier qui s'est rendu. D'un coup de couteau, et le meurtrier qui s'est rendu, je crois, ce matin. Oui, donc cette réalité, elle est là et il faut l'affronter. Selon vous, Manuel, la situation s'est dégradée depuis l'époque où vous étiez ministre de l'Intérieur, puis vous avez été Premier ministre ensuite. Il y a plus de violence aujourd'hui en France? Elle s'est dégradée d'une manière générale dans nos sociétés occidentales. Elle s'est dégradée. On peut faire un colloque si vous voulez. Nous ne le ferons pas ce matin, mais vous en parlez souvent. Mais on l'a vu dans le flash d'information de CNews, effectivement, il y a eu ces émeutes aux États-Unis, là, qu'on a vu également. Et puis d'une manière générale, sur le rôle de l'image, des réseaux sociaux, la mise en cause de l'autorité, de l'État, de la famille, du professeur. Tout cela, nous le savons, c'est cette réalité. Et il y a, encore une fois, cette augmentation constatée depuis une dizaine d'années, des homicides et des tentatives d'homicide, du passage à l'acte. Il y a un passage à l'acte, y compris parfois, pas seulement, mais d'individus très jeunes, avec un couteau, un pistolet. Et donc, quand vous sommez en effet les risques d'attentats, la montée de la haine contre les Juifs, la violence au quotidien, le rôle, bien évidemment, massif, le trafic de drogue qui s'est répandu un peu partout, ça veut dire que la lutte contre la violence, la lutte contre la délinquance, la lutte contre l'insécurité, oui, ça doit rester une priorité. Et honnêtement, j'ai plus que le sentiment que c'est évidemment aussi une priorité pour le gouvernement. Et le gouvernement depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. En même temps, c'est-à-dire l'histoire de cette violence qui monte,
et en même temps l'histoire récurrente d'un déni par rapport à cette violence qui monte. Si je peux me permettre, à gauche, vous avez fait les frais de ce déni, c'est-à-dire parce que vous nommiez une réalité qui était la violence, eh bien certains disaient il n'est plus de gauche, il n'est plus des nôtres, parce qu'être de gauche, ça consiste à expliquer que la violence est en fait périphérique ou dans les marges de la société. Mais nous l'avons payé. Je me rappelle que Lionel Jospin avait fait de la lutte contre l'insécurité sa deuxième grande priorité après le chômage. Il avait nommé Jean-Pierre Chevènement, un républicain avec autorité, pour lutter contre cette violence. Et au détour d'une phrase pendant la campagne présidentielle de 2002, il avait semblé, alors ce n'était pas sa pensée, considérer qu'il pensait que la baisse du chômage aurait amené à la baisse de la violence. Non, la violence, elle peut faire partie de la vie de la société, en dehors même s'il y a forcément des liens, en dehors même de la situation économique et sociale. Donc il y a une violence débridée, un passage à l'acte qui nous oblige à une réflexion plus générale. Évidemment, sécurité, forces de police et de gendarmerie doivent agir avec les moyens qui ont été renforcés ces dernières années. Il y a évidemment le rôle de la justice, mais d'une manière générale, nous le savons, cela interroge l'école, la famille, les médias, la société d'une manière générale. En disant ça, je n'apporte pas une solution immédiate, toute faite, un prêt-à-penser, une solution magique, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas le nier, et donc il faut s'attaquer avec détermination, force, avec tous les outils de l'état de droit pour lutter contre cette violence. Parce qu'on voit bien que chaque fait, chaque acte, chaque mort, notamment quand il s'agit de très jeunes, et la mort est toujours absurde, mais là elle est encore davantage, touche profondément chacun d'entre nous, tous ceux qui vivons dans la société, tous ceux qui avons des enfants, tous ceux qui regardons lucidement l'état de la société. Manuel Valls, que vous êtes en désaccord avec le président de la République quand il parle de oui, on fait du brainwashing, on fait du lavage de cerveau. J'en conclus que vous avez envie que je dise que je suis en désaccord avec le président de la République. Moi, je ne sais pas. Je pense que le président de la République, dans cet entretien, et il a raison, veut rappeler qu'il y a des sujets majeurs, et notamment celui du réchauffement climatique, du danger que cela représente pour la planète. Mais pour ce qui me concerne, je ne poserai jamais l'avenir de la planète, et qui préoccupe évidemment chacun d'entre nous. Je me rends après cette émission à Nice pour le sommet des océans, parce que dans les Outre-mer, nous sommes particulièrement concernés, et que les océans sont pour la France évidemment une priorité. Nous possédons, après les États-Unis, le domaine le plus vaste du monde à travers les océans. Mais je ne pose pas, évidemment, la priorité à l'écologie, à la lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire, au fond, à la sauvegarde de la planète et de l'existence, tout simplement, de l'humanité. Il y a la priorité à l'économie, à la lutte contre le chômage, mais je ne les opposerai jamais à cette autre grande priorité qui est la lutte contre, pas seulement contre l'insécurité, on voit bien, contre la violence qui nous interpelle encore davantage. On reparlera de violence juste après, Manuel Valls. C'est parfaitement clair. Je voulais juste noter que demain, c'est un grand anniversaire, puisqu'il y a tout juste un an, Emmanuel Macron décidait de dissoudre l'Assemblée nationale après la victoire du RN aux européennes. Il espérait une clarification. Aujourd'hui, ce que l'on constate, et on a déjà commencé le propos avec vous il y a un instant, c'est à tout le moins un gouvernement impuissant ou immobile, faute de majorité. Ce matin, dans le Parisien, Emmanuel Macron s'en prend à une partie de son propre gouvernement sur les reculades, puisqu'on vient d'en parler, vous allez à Nice, ces reculades en termes d'écologie. Est-ce qu'on va pouvoir tenir comme ça encore pendant 2 ans, avec des incompréhensions, des ministres qui critiquent les uns les autres, et un président qui dit, voilà, écoutez, effectivement, l'Assemblée nationale a voté, notamment par exemple sur le recul des ZFE, mais moi je ne suis pas content, on ne va pas pouvoir aller comme ça dans le sens-là. Le président de la République, lui, il est élu jusqu'en 2027. Et il s'exprime comme il l'entend. Mais est-ce qu'il ne devrait pas donner plus de stabilité à ce pays ? Mais cette situation instable, nous la devons évidemment aux conséquences de la dissolution et aux résultats des élections législatives. Que le président a décidé lui-même. Bien évidemment, et je ne vous apprends rien. C'était une mauvaise idée ?
C'est une idée originale, en tout état de cause. Elle me permet, je plaisante, je le dis à ceux qui nous regardent et surtout à ceux qui nous écoutent, elle m'a permis peut-être d'être au gouvernement dans une autre circonstance. Oui, et comme le dit d'ailleurs assez justement souvent François Bayrou, le Premier ministre, il dit si nous sommes là, c'est parce que la situation est particulièrement difficile, et il a raison. Mais, écoutez, la stabilité, elle est liée à la stabilité de l'Assemblée nationale. Et nous verrons bien ce qui se passe. Moi, c'est lui. Ce que je crois, c'est que nous devons agir. Et moi, dans mon domaine, j'agis. Je présente en commission des lois à l'Assemblée nationale et la semaine suivante dans l'hémicycle la deuxième loi concernant Mayotte et sa refondation, avec plusieurs milliards d'engagements pour la reconstruction de ce territoire dévasté par un cyclone. Je présenterai en Conseil des ministres, début juillet, une loi pour lutter contre la vie chère. J'agis, nous en parlerons dans un instant, pour retrouver le chemin de la concorde en Nouvelle-Calédonie. La loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale ont été adoptées. La loi, même si c'était une proposition qui venait du Sénat, la loi contre les narcotrafics, que tout le monde a salué, est portée par Bruno Retailleau. À faire du travail, mais malgré cette instabilité. Il n'y a pas d'autre choix, et nous attendons tous que le chef du gouvernement présente dans quelques jours les grandes orientations concernant l'état des finances publiques. Donc nous n'avons pas d'autre choix que d'agir, et je crois, honnêtement, dans des conditions évidemment très difficiles sur le plan politique, que le gouvernement agit. Une première pause dans le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Suite du grand rendez-vous sur Europe 1 et sur CNews avec Manuel Valls, le ministre des Outre-mer. Vous avez sur la question des émeutes post-victoire du PSG refusé le terme de barbare qu'a employé Bruno Retailleau pour qualifier les délinquants violents. Est-ce que le meurtrier de Benoît, ce jeune garçon de 17 ans qui s'est rendu, n'est-il pas lui-même un barbare, Manuel Valls? Je connais le débat sur les mots, les violences que nous avons constatées après la victoire du PSG sont inacceptables, et donc elles méritent évidemment une réponse très ferme de la justice. Chaque meurtre, nous l'avons évoqué il y a un instant, et notamment celui de Benoît, est insupportable. Mais pas barbare. Mais il se trouve que, comme Premier ministre, j'ai qualifié de barbares les actes terroristes et les terroristes eux-mêmes. Donc les mots ont un sens. Je ne suis pas sûr que ça passionne forcément ceux qui nous écoutent, mais on ne peut pas employer à chaque fois les mêmes termes, et surtout d'une manière générale. Là, vous me parlez d'un meurtrier qui vient de se rendre. Donc oui, c'est un acte barbare, donc ce qu'il a fait est insupportable. Mais vous faites allusion, évidemment, aux mots qui ont été utilisés par mon collègue de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a qualifié d'une manière générale ceux qui entraient dans Paris de barbares. Donc, je ne veux pas passer des heures sur le sujet, mais les mots ont un sens, et je me méfie d'une manière générale des généralités. Il m'est arrivé de le faire par le passé, et je comprends le sens de ce qu'a voulu dire Bruno Retailleau. Mais je dis attention à la manière dont on utilise ces mots, parce que finalement, on ne sait plus à la fin qui est le véritable barbare. Mais justement, le terme est peut-être utile. Je m'explique. On est dans un moment où notre seuil de tolérance à la violence a complètement changé. Donc, devant des gens qui entrent dans une ville, la pillent, brûlent tout, détruisent des voitures, attaquent des policiers, attaquent des pompiers, dans un contexte un peu plus ordinaire, on dirait que nous sommes devant des barbares. Il faut vraiment que le contexte ait changé pour que ça, finalement, ça soit presque une violence un peu plus grave que l'ordinaire. Non, moi je ne dirais jamais ça, parce que cela voudrait dire que nous accepterions cette violence. Et personne ne l'accepte. Parfois, on peut d'ailleurs avoir le sentiment... On s'y est habitué. On ne peut pas s'y habituer. Et parfois, on a même le sentiment qu'après un match de football, après la victoire du Paris Saint-Germain, qui n'a rien à voir, évidemment, ni avec les joueurs, ni avec les supporters, ni avec ceux qui aiment cette équipe, ni avec ceux qui, comme moi, se sont réjouis de cette victoire. Ils n'ont rien à voir, évidemment, donc on ne peut pas l'accepter. Certains parlent de débordements, ce ne sont pas des débordements. Non, ce ne sont pas des débordements, ce ne sont pas des faits divers, puisqu'il s'agit là de groupes, de personnes, de jeunes qui viennent uniquement, d'ailleurs on ne sait pas véritablement avec quel sens, mais en tout cas dans une forme de nihilisme, de volonté de détruire, de tout casser, de mettre en cause l'ordre démocratique, donc s'attaquent aux biens, aux personnes, aux policiers. Donc vous n'entendrez jamais de ma part la moindre complaisance, et je le répète, on ne peut pas le nier. Donc comment on fait pour l'empêcher ?
Pourquoi on n'a pas fermé le périphérique ? Pourquoi on n'a pas pris les mêmes mesures, puisqu'on savait que ça allait se passer ainsi, que nous nous sommes imposés au moment à Laurent Nunez, que nous sommes imposés. Mais lui-même, d'ailleurs, j'ai énormément de respect pour le préfet de police, lui-même a reconnu qu'il y avait forcément une forme d'échec. Regardez le lendemain, à l'occasion des festivités, au moment de l'arrivée sur les Champs-Élysées du Paris Saint-Germain, il n'y a pas eu ce type de débordement. Donc ça veut dire qu'il faut être capable d'anticiper, ça veut dire que le travail de renseignement doit être encore amélioré, c'est-à-dire qu'il faut les cueillir, les empêcher qu'ils arrivent, et puis ensuite, évidemment, la justice passe et frappe fort. Nous y sommes. Et la justice. Est-ce qu'elle frappe fort ? Vous avez vu les peines qui ont été décidées, 500 € d'amende, des sanctions avec de la prison pour 3 mois de sursis. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de prison ferme. Est-ce que il y a eu la prison ferme. Il y a eu de la prison ferme. Le procureur l'a rappelé. Il y a eu de la prison ferme. Mais Pierre de Villemot, moi, je suis encore une fois pour une réponse ferme et implacable, bien évidemment. Et les Français attendent que la réponse pénale soit renforcée dans notre pays. Et ils ne supportent sans doute pas, et vous venez de le dire d'une certaine manière, qu'il y ait un écart entre la peine prononcée par les juges et l'application de la peine, et que les peines prononcées soient parfois trop faibles. Donc oui, je suis favorable, par exemple, comme l'a souligné le Premier ministre, à des peines minimales. Donc cela me paraît... Mais vous-même, vous me le direz, et à juste titre, à chaque fois qu'il y a un événement de ce type, il y a évidemment, d'une certaine manière, je vais dire une surenchère. Non, il y a un débat, il y a des propositions. Ouais. On a l'impression que ces événements terribles, insupportables, se produisent pour la première fois. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas la première fois. J'étais ministre de l'Intérieur en 2013 à l'occasion de la première victoire du PSG en championnat de France. Il y a eu des incidents au Trocadéro qui avaient été sans aucun doute mal anticipés. Toute l'opposition LR d'ailleurs, ou UMP à l'époque, avait demandé ma démission. Donc on avait revu les dispositifs de police face, avec le club d'ailleurs, face à ce type d'événements. Donc, que ce soit l'action de la police, l'action de la justice, doivent être implacables. Mais je dis, on doit regarder ça avec, je n'ose pas dire avec sérénité. Est-ce qu'il faut changer la loi ? Est-ce qu'il faut une nouvelle loi ? Est-ce qu'il faut à chaque fois changer la loi, chaque fois qu'il y a ce type d'événement ? Non, mais est-ce qu'il faut une fois changer la loi pour que, d'une manière pérenne, elle soit plus stricte ? Alors, travaillons sur la question des peines. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a débat. J'entendais Rémi Heitz, procureur près de la Cour de cassation, que vous avez connu à l'époque où il était délégué interministériel à la sécurité routière, qui juste a détricoté la méthode Retailleau, qui dit non, il n'y a pas de laxisme chez les magistrats, il prend leur défense, il dit qu'accessoirement, les juges ne condamnent pas parce qu'il n'y a pas assez de place en prison. Pardonnez-moi, Emmanuel Macron a promis 15 000 places de prison supplémentaires en 2017, il n'y a toujours pas plus de places de prison. Le ministre Darmanin de la Justice a maintenant fait ses prisons de haute sécurité, mais ça ne règle pas le problème de la surpopulation carcérale. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait des peines courtes ? Je vais poser plusieurs questions et vous répondez dans le sens que vous voulez. Je vous remercie. Madame Belloubet, on met maintenant sa loi en cause. Est-ce qu'il faut détricoter la loi Belloubet ? Par où on commence pour avoir une sorte de stature de la justice pour qu'enfin les Français, qui selon les derniers sondages, 53% des Français sont pour la suppression des peines de prison avec sursis, 79% des Français estiment qu'il faut sanctionner les parents de mineurs délinquants. Voilà, il y a un ras-le-bol au niveau de la justice des Français qui veulent des réponses. D'abord, je rappelle toujours que les juges appliquent la loi votée par le Parlement. En l'interprétant. Et évidemment, et heureusement. À partir d'une certaine philosophie. C'est ça le justice. Pas tous, mais le procureur auprès de la Cour de cassation que vous venez de rappeler, et c'est à lui que je faisais allusion, a rappelé qu'il y a eu, dans ces cas-là, aussi des peines de prison. Deuxième principe, il faut évidemment agir dans le cadre de l'état de droit. Les peines minimales, ou les peines planchées, on les appelle comme on veut, font partie de l'état de droit si le Parlement les adopte et si le Conseil constitutionnel donne son accord. La mise en cause du sursis me pose un vrai problème. C'est à la main des juges, le sursis est utilisé, éliminer toute possibilité du sursis. Alors,
Ça, c'est M. Darmanin qui propose ça. Et il le fait concernant les agressions contre les forces de l'ordre. Hein, il faut évidemment le rappeler, me pose un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire, on généralise. Même dans ce cas-là, ça vous pose un problème? Oui, ça peut poser un problème. Ça dépend du type d'agression qu'il y a. Il faut laisser, dans l'échelle des peines, il faut laisser toujours une possibilité de jurisprudence, d'interprétation de la part des juges. Ensuite, évidemment, il faut une panoplie qui existe, mais à condition, oui, en effet, on a raison, et vous avez raison, de dire qu'il y ait les moyens qui suivent, notamment pour les peines de probation, pour les centres éducatifs fermés, pour la gestion des mineurs et de l'application des peines les concernant, des mineurs délinquants. Donc oui, il faut une panoplie avec les moyens nécessaires. Le budget de la justice, c'était avec Dupond-Moretti, le prédécesseur de Gérald Darmanin et de Didier Migaud, a eu les moyens financiers, budgétaires, pour s'attaquer à ces questions-là. Quel bilan pour Dupond-Moretti? Tout ça se met... Vous lui mettez combien sur 20? Non, mais c'est à vous de le faire. Bah, non, mais moi, Non, mais vous c'est pas mon rôle. Manuel Valls, et vous dites, vous voyez bien, finalement, on comprend. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut du temps et pour construire des prisons et pour recruter des magistrats, des greffiers, parce que c'est de cela dont on parle. Il y a une réalité nouvelle, me semble-t-il. J'y reviens. Nous savions qu'il y aurait les débordements la semaine dernière. Aucune surprise, tout le monde s'y attendait. Nous savons qu'il y en aura au moment de la nouvelle année. Nous savons qu'il y en aura peut-être pour la fête nationale. C'est presque rituel aujourd'hui pour certains, et pas que pour des minorités absolument marginales. C'est un rituel d'affrontement, non seulement avec les policiers, mais la société française. Donc du pillage à l'attaque des policiers, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, ça aurait été presque inimaginable à grande échelle. Aujourd'hui, c'est banal. Alors, est-ce que c'est pas cette nouvelle société qu'il faut nommer? C'est celle que nous étions en train de décrire au début de cet entretien et de cette violence qui nécessite encore une fois la réponse pénale, dure, sévère. Est-ce qu'elle a été à la hauteur, la réponse, cette semaine? Mais moi, je suis, comme ministre, je suis toujours très attentif à ne pas mettre en cause les décisions de justice, mais je crois à un principe, c'est que la réponse pénale doit rester... non seulement adaptée, mais elle doit être individualisée par le juge. Je ne crois pas à la peine collective. Ça ne marche pas ainsi dans un État de droit. Ça ne veut pas dire pour autant... Les dossiers ont été classés sans suite dans ces deux métiers. Il y a eu, mais parce qu'il faut attraper les bons auteurs, il faut évidemment des preuves, et attendez, il y a des enquêtes en cours grâce à la vidéosurveillance, bien évidemment. Rendre la justice, c'est forcément difficile. Là, mais moi, je comprends, mais vous savez, Pierre Devino, je comprends parfois le sentiment que vous pouvez évoquer. C'est pas le mien, c'est celui des policiers. D'impuissance face à quelqu'un. On le met en garde à vue, il passe devant le juge et on dit attendez, on va revoir, on va regarder la vidéo, etc. Non, finalement, placé. Et oui, mais il n'y a pas d'autre solution. On peut faire évoluer le droit. Encore une fois, il y a des gens qui ont été condamnés à la prison ferme, d'autres avec des sursis, d'autres dont on n'avait pas les preuves. Moi, je ne suis ni juge ni policier, mais je constate que nous sommes dans un état de droit, oui, et qu'il faut de toute façon le faire dans un cadre qui est celui de l'état de droit, de la peine individualisée, en respectant le travail des juges, parce que si on commence comme cela, alors à ce moment-là, on croit répondre à la demande des Français, mais on tape à côté. Manuel Valls, ministre des Outre-mer, est l'invité du Grand Rendez-vous. Dans un instant, on parle de la Nouvelle-Calédonie. À tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Rarement un ministre des Outre-mer a été nommé à ce poste en ayant préalablement critiqué l'action du président de la République en place sur la Nouvelle-Calédonie. Il y a quelques mois, vous l'accusiez d'avoir mis à terre 36 années de dialogue et de progrès. Vous critiquiez l'entêtement imbécile, irresponsable et criminel d'un président de la République mal entouré et mal conseillé. Quoi qu'il en soit, vous êtes aux affaires maintenant et j'imagine que le président vous fait confiance. Simplement, il y a des voix divergentes sur le dossier de la Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron veut réunir à Paris avant l'été toutes les parties prenantes. Vous, Manuel Valls, vous êtes accusé directement sur CNews par la loyaliste Sonia Backès, présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie, de vouloir la complétude de la souveraineté de l'archipel avec le transfert de toutes les compétences régionales, en somme l'indépendance malgré 3 votes des Calédoniens. Et Marine Le Pen, ce matin, dans le journal du dimanche, dit qu'il faut une pause institutionnelle. Tout cela est très complexe, mais alors, quelle est votre position là-dessus ? C'est vrai que c'est un dossier complexe, difficile. Il faut revenir à ce qui s'est passé il y a un an, à partir du 13 mai 2024, avec des violences insupportables, mais qui ont mis à terre l'économie de la Nouvelle-Calédonie, plus d'1 milliard de dégâts de bâtiments publics, plus d'1 milliard
d'euros de destruction des commerces et des entreprises, un chômage qui a augmenté, des gens qui partent, plus d'investissements, et nous sommes au bord de l'explosion sociale. Et vous ne les oubliez là-bas. pas, parce que c'est le sentiment qui revient toujours. On ne peut pas les oublier. Et c'est pour cela que la priorité des priorités, c'est la reconstruction économique et sociale de ce territoire. C'est pas le dialogue politique, parce que quand vous êtes allé en Nouvelle-Calédonie il y a quelques semaines, vous avez dit, en arrivant, s'il n'y a pas d'accord politique, c'est le chaos. Je vais y venir. Et donc il n'y a pas eu d'accord politique, donc c'est le chaos. Je vais y venir. Il y a un risque de chaos, bien évidemment. Il y a 3 grandes priorités. La reconstruction économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie. L'État investit en 2024, et ça sera le cas aussi en 2025, 3 milliards d'euros pour la Nouvelle-Calédonie. 1,7 milliard, c'est que nous investissons tous les ans, plus 1,3 milliard pour reconstruire les bâtiments publics, les commerces, pour soutenir le nickel, et évidemment les forces de l'ordre. Donc c'est 3 milliards, ça veut dire 30% du produit intérieur. Ça va pas recommencer les émeutes, les destructions. C'est 30% du produit intérieur brut de la Nouvelle-Calédonie, c'est 1 000 euros par mois par Calédonien, c'est un véritable plan Marshall, c'est d'ailleurs ce que demande Madame Le Pen. Il faut reconstruire la filière nickel. Pas de plan Marshall. Il faut reconstruire la filière nickel. Et c'est pour moi aussi une priorité. C'est un minerai rare, très important, notamment pour la construction de batteries. C'est stratégique pour l'Europe, pour la France et pour la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une de mes priorités. Deuxième priorité, assurer la sécurité. Il y a 20 escadrons en permanence de gendarmerie sur place, plus la police, plus les unités d'élite, GIGN et les policiers aussi qui sont présents à travers le raid. Et on peut les saluer. Et il faut ils risquent évidemment pour leur sécurité. Il faut saluer leur engagement, leur courage, et se rappeler qu'il y a eu 2 gendarmes tués il y a 1 an. Et ensuite, il faut un accord politique. Parce qu'en effet, sans accord politique, il n'y a pas de stabilité. Et comment trouver, par exemple, des repreneurs, des Émirats ou des Indiens pour le nickel si nous sommes dans l'instabilité politique? Comment permettre à des entreprises de rester et d'investir pour reconstruire les centres commerciaux, les entreprises, s'ils ne voient pas clair quant au destin? Très très loin cet accord politique. Vous y êtes allé plusieurs reprises, vous avez mis tout le monde autour d'une table. Eh bien moi, d'abord, le fil du dialogue n'est pas rompu au-delà des propos d'estrade, des mises en cause personnelles qui sont un grand classique. Vous parlez de Madame Backès ? Qui sont un grand classique de la vie politique en général, et notamment en Nouvelle-Calédonie. Mais moi, je ne me laisse pas impressionner par cela. Le fil du dialogue n'est pas rompu, et ce que je constate, c'est que tous les acteurs politiques, et évidemment économiques, mais tous les acteurs politiques pensent qu'il faut un accord, et que cet accord est indispensable si on veut éviter le chaos. Donc, c'est pour cela que, au fond, d'une certaine manière, je considère, je l'ai dit, donc je l'assume, il y a eu un échec dans le dialogue qui s'est tenu en Nouvelle-Calédonie, mais que c'est au fond qu'une étape, et que fort des conséquences... Une étape vers quoi, en quelque sorte? Parce que pour les indépendantistes, la question se pose toujours aujourd'hui. Pour ceux qu'on appelle les loyalistes, il ne saurait y avoir d'étape qui pourrait conduire à autre chose que le maintien dans le cadre de la souveraineté française. Donc vers quoi? Eh bien, voilà, vous l'avez très bien dit, il faut trouver une voie de conciliation entre les 2 aspirations. Mais on ne peut pas être indépendant et pas indépendant de quoi? Eh bien, entre ceux... Vous ne le savez pas vous-même. Si, je le sais clairement, puisque j'ai posé sur la table un texte, un projet de souveraineté avec la France, conciliant la pleine souveraineté, l'aspiration à la souveraineté et la volonté de rester extrêmement lié à la France. Eh bien, moi, je crois que c'est possible, que c'est la seule voie, c'est celle d'ailleurs que nous cherchons depuis 1988, depuis les accords de Matignon et d'Oudénoz qui doivent tellement à Michel Rocard, et ceux de 1998 qui doivent tellement à Lionel Jospin. Et avec en 88 2 hommes qui étaient vraiment irréconciliables sur le fond, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, qui, ce dernier, l'a payé 1 an plus tard de sa vie, mais qui ont considéré que c'était possible. Donc, il faut y aller avec quelques principes simples. Appelons ça une forme de souveraineté-association? Je n'ai pas utilisé ces mots parce qu'en plus, tous ces mots, et je parle aux Québécois, tous ces mots en Nouvelle-Calédonie, histoire ailleurs. Tous ces mots sont d'une certaine manière un peu piégés. Mais il faut achever, parce que c'est ainsi. La Nouvelle-Calédonie, je le rappelle à nos éditeurs, est la seule colonie de peuplement avec l'Algérie. Donc il faut
achever le processus de décolonisation. C'est ainsi qu'il n'aboutit pas forcément à l'indépendance totale, et il faut préserver, c'est un droit, l'exercice du droit à l'autodétermination pour le peuple kanak et donc pour les Calédoniens. Et ensuite, il y a des principes simples. On ne fait pas un référendum sans les Kanaks. On ne change pas le corps électoral contre les Kanaks, et on construit un destin commun avec tous les Calédoniens. Donc, fort de ces principes, nous cherchons une voie avec le président de la République, justement, avec le Premier ministre, avec les acteurs politiques indépendantistes et non indépendantistes là-bas, avec encore une fois reconstruire économiquement le pays, empêcher l'explosion sociale, garantir la sécurité de tous les Calédoniens et trouver un accord politique. Moi, je crois que c'est encore possible. Oui. Pierre Dovineau le mentionnait il y a à l'instant, le président de la République veut réunir à Paris toutes les parties prenantes. Est-ce que vous ne voyez pas ça, cette reprise en main par le président de la République, comme une forme de désaveu de votre action? Non, il n'y a pas de reprise en main. Si je n'avais pas le sentiment d'avoir la responsabilité de ce dossier que m'a confié le Premier ministre, et le président de la République m'a nommé évidemment sur sa proposition, je ne serais pas devant vous. Je n'assumerai plus cette responsabilité. Mais enfin, s'il y a un accord, il faudra une réforme constitutionnelle, institutionnelle. Donc, le président de la République aura plus que son mot à dire. Et moi, j'ai besoin aussi que le président de la République, comme le Premier ministre... Vous êtes tous les deux, il n'y a pas de papier à cigarette Oh, je me méfie de ce genre d'expression. Mais parce que je discute avec le président de la République, je crois que nous sommes d'accord sur l'objectif. Mais quand vous parlez des préoccupations, notamment des Kanaks, je me souviens, il y a un an, c'est un thème qui revenait souvent, c'est les Kanaks ne veulent pas devenir minoritaires sur leur propre terre historique. C'était par... Fabien Roussel l'avait dit. Est-ce que c'est une préoccupation légitime pour vous de la part des Kanaks de ne pas devenir minoritaires sur leur terre historique? Vous savez, ce qui m'a frappé, je connais très bien la Nouvelle-Calédonie, c'est le sentiment de peur, de rupture de confiance qui s'est emparé d'une manière générale de la population calédonienne et notamment de ceux qui sont d'origine européenne. Le racisme est revenu, la haine, racisme à l'égard des Kanaks, mais racisme aussi à l'égard des Blancs. La violence, le sentiment de perdre sa vie, c'est bien, de devoir peut-être même partir, mais vers une terre qui n'est pas la leur. Ils sont tous calédoniens, c'est quelque chose qui a profondément étreint et bouleversé la société calédonienne. Au fond, il y a une forme d'échec de l'idée très belle des accords de Nouméa. Il faut relire le préambule qui est magnifique, qui était celui du destin commun. Et pourtant, il n'y a pas d'autre solution que ce destin commun. Donc comment surmonter... Et les Kanaks vont un peu plus loin, ils disent nous sommes peut-être tous calédoniens, mais nous le sommes quand même un peu plus que vous. Non, ils ne le disent pas, parce qu'au fond, depuis les années 80 et des événements terribles, ils disent oui, nous devons vivre avec ce qu'ils appellent les autres, et notamment les descendants de Bagnards, qui sont aussi des victimes de l'histoire. Donc il n'y a pas d'autre choix que de faire vivre sur cette terre qui est kanak, qui est mélanésienne, qui est française, qui est européenne, qui est polynésienne, de faire vivre ceux qui sont le peuple premier, le peuple autochtone, les Kanaks, les Européens qui sont arrivés depuis 1853, mais aussi, on l'ignore, il y a 40 000 Wallisiens et Futuniens, il y a des Polynésiens, il y a des Japonais, il y a des Vietnamiens ou des Indochinois qui venaient des colonies françaises dans les années 30. Donc c'est un melting pot, c'est un mélange, il y a du métissage, il faut sortir des caricatures, mais il y a aussi des principes. Il faut regarder une Calédonie une indivisible, il ne peut pas y avoir de partition. Il y a eu 3 référendums, c'est incontestable, qui ont rejeté l'idée de l'indépendance, mais le 3e s'est fait sans les Kanaks. Il y a eu les violences inacceptables du 13 mai. Donc au milieu de tout cela, parce que je connais bien le dossier, parce que j'ai la confiance du président de la République et du Premier ministre, je cherche une voie et je pense que nous pouvons la trouver, même si je ne suis pas naïf, même si je sais que c'est difficile, je crois que c'est encore possible. Suite du grand rendez-vous dans quelques instants sur Europe 1 et sur CNews. Dernière partie du grand rendez-vous avec Manuel Valls, le ministre d'État, ministre des Outre-mer. Manuel Valls, avant de parler de la gauche, parlons de la droite. Un tout nouveau sondage, Le Point Cluster 17, paru jeudi, place Bruno Retailleau comme personnalité politique préférée des Français. 39% de popularité. Il est devant Marine Le Pen et devant Édouard Philippe. Ça vous embête? Pourquoi Pierre Dovineau, moi mais je vais vous répondre parce que je n'esquive aucune... Je sais, vous parlez franchement, c'est pour ça que je vous pose une question franche. Je suis ministre des Outre-mer et depuis le début d'ailleurs, ce qui ne m'empêche pas évidemment de répondre à vos questions, je suis très concentré sur ma mission parce que nous venons d'en parler, il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a la reconstruction de Mayotte avec 2 projets de loi, il y a la question qui divise profondément
crée des sentiments d'injustice terribles dans l'ensemble des territoires ultramarins, qui est la question de la vie chère. Il y a la priorité à l'écologie, il y a la lutte contre le narcotrafic qui menace de faire effondrer les sociétés antillaises et de la Guyane par la violence qu'on n'imagine pas. Et j'attends d'ailleurs de mes collègues, j'attends beaucoup de Bruno Retailleau et de Gérald Darmanin pour qu'ils mettent encore plus de moyens, parce que c'est pour nous une priorité, pas seulement pour... Ah, donc on parle de duo dans le gouvernement Darmanin-Retailleau, en fait c'est un trio, vous êtes avec eux pour lutter contre le narcotrafic et la délinquance, bien évidemment, parce que le narcotrafic s'attaque aux Antilles et à la Guyane, mais s'attaque évidemment à travers ces territoires ultramarins, d'abord à l'Europe, puisque ce sont des voies de passage. J'ai été ministre de l'Intérieur. J'ai été très populaire. C'est pour cela d'ailleurs que peut-être j'ai été nommé Premier ministre. Donc je sais que tout ça est fugace. Fait partie évidemment de non, mais en général, donc c'est un feu de paille. Donc non, je ne dis pas ça. Il faut faire attention. Deuxièmement, mais je vous réponds. Je me réjouis personnellement que Bruno Retailleau, qui est au gouvernement, qui a défendu au sein des LR une stratégie, celle de rester au gouvernement et de participer à cette coalition qui n'en est pas vraiment une, en bref, à ce socle commun. Est-ce que vous appelleriez ça d'ailleurs ? Ce socle commun, en tout cas, écoutez, cet esprit de responsabilité, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, puisqu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, qui est un homme avec qui j'ai forcément des désaccords. Moi, je suis un républicain de gauche, progressiste sur un certain nombre de sujets. Lui, c'est plutôt un conservateur, et il l'assume, mais il a des valeurs. C'est un homme aimable, poli, qui vous salue, ce qui est déjà aujourd'hui dans la vie tout court et dans la vie politique, déjà très important. Donc, si lui est populaire, il représente une formation qui gouverne et qui veut croître au détriment peut-être même du Rassemblement national, pourquoi je ne me réjouirais pas, ou pourquoi je marquerais un air désolé quand un républicain, avec qui je partage aussi, par exemple, l'amour de Clémenceau et une certaine idée de la République, pourquoi je me désolerais de ces bonnes perspectives dans les enquêtes d'opinion. C'est pas pour vous faire accoucher d'un compliment. Hein, pas du tout. Mais je donne toujours une explication, parce que je crois à l'explication. D'accord. Vous êtes historiquement un homme de gauche. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que la gauche, telle qu'elle prend forme, soit encore votre famille. Mais si je vous posais la question, est-ce que vous vous sentez finalement plus proche de Bruno Retailleau aujourd'hui que de ce qui est devenu le PS allié à Mélenchon? Là, c'est toujours la recherche de l'amour dans les ménages. C'est une question très concrète. Mais elle est très concrète. Mais sur la lutte contre l'insécurité, contre la violence, sur la manière d'appréhender la lutte, par exemple, contre l'islamisme, je suis évidemment très proche de Bruno Retailleau, ou lui est très proche de moi, puisque sur ces sujets-là, je suis en première ligne depuis des années par rapport à une partie de la gauche. Je vous rappelle que j'ai théorisé les deux gauches irréconciliables. Pourquoi ? Parce qu'une partie de la gauche avait abandonné l'esprit de responsabilité, la culture de gouvernement, parce qu'elle avait versé dans l'antisémitisme à travers l'antisionisme et la haine d'Israël. À l'époque, on m'avait accusé de tous les maux pour le dire aussi clairement. Aujourd'hui, ça paraît évidemment une évidence. Et parce que je refusais toute idée, comme il en existe dans une partie de la gauche, et notamment de la gauche mélenchoniste, du lien d'alliance avec l'islamisme. Il y avait deux gauches irréconciliables, vous appelez ça l'autre la gauche Mélenchon, mais êtes-vous d'une gauche réconciliable, cela dit, avec la droite Retailleau? Je me permets d'insister parce que de nouvelles majorités se créent aujourd'hui. Mais nous gouvernons ensemble. Et alors, je vais être encore plus clair. Je ne crois pas au retour du débat droite-gauche. Et là, c'est une différence avec Bruno Retailleau. Je ne crois pas au retour du débat droite-gauche sous des formes classiques, telles que nous les avons connues par le passé. D'abord parce qu'il y a un Rassemblement national qui reste, selon toutes les enquêtes, extrêmement puissant. Et Bruno Retailleau fait partie, à moins que je me trompe, de ceux qui ne souhaitent pas une alliance avec Mme Le Pen ou avec M. Bardella. Il y a une extrême gauche ou une gauche mélenchoniste qui est toujours forte, autour de 10%, nous le voyons bien. Et parfois des ambiguïtés au sein du Parti socialiste, c'est le moins qu'on puisse dire, quant à la pérennité des alliances avec la France insoumise. Donc je pense que face à cette situation, il n'y aura pas d'autre choix que de continuer à dépasser les affrontements anciens et à trouver, mais à condition que ça soit sur un véritable projet, un véritable programme législatif, de véritables accords de coalition, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc vous parlez d'un ticket, Philippe, Retailleau... Non, je parle de principe.
Il faut un seul candidat à la un seul candidat à la présidentielle 2027 pour ça, c'est la stratégie, la tactique. Le socle commun. Ça, c'est la stratégie ou la tactique. Ça n'est pas inutile pour être présent au second tour et pour. Avec ce que vous venez de décrire, un Rassemblement national très fort et une gauche encore bien forte. Bien sûr. Mais est-ce que ça va changer? Est-ce que ce paysage politique va changer? Je ne le crois pas. On verra bien. On peut être surpris. Mais en tout état de cause, si nous voulons éviter le deuxième tour. Mélenchon, Bardella ou Le Pen, là, je me place comme un commentateur, eh bien ça veut dire qu'il faut travailler sur le fond et sur la forme. Ça veut dire qu'il faut être capable d'envisager un vrai projet et un vrai programme de coalition, ce qui n'est pas le cas encore. Pour un quinquennat, pour une législature, il faut être capable, en effet, de créer les conditions de la coalition. Ce que n'a pas fait Emmanuel Macron en 2017, il faut que ça soit clair, que ça ne soit pas uniquement un programme contre, qu'il y ait des réformes qui soient mises en œuvre pour les finances publiques, pour l'école, pour la sécurité ou la justice, pour lutter contre l'islamisme, pour les territoires ultramarins qui, aujourd'hui, ont le sentiment d'une forme de décrochage. Bon, donc c'est sur tous ces sujets-là qu'il faudra évidemment travailler. Mais nous avons des idées qui nous rapprochent sur l'idée qu'on se fait de l'Europe, notamment par rapport à ce qui se passe en Ukraine, sur l'économie de marché, sur les réformes nécessaires. Ça va jusqu'où les républicains de gauche? Vous dites que vous êtes un républicain de gauche. Est-ce que ça va jusqu'au Parti socialiste? Oui. Olivier Faure vient d'être élu à la tête du Parti socialiste. Est-ce que vous pouvez travailler avec lui? Ça, c'est de la responsabilité du Parti socialiste. Moi, j'ai bien vu ces derniers temps, et je m'en réjouis, le Parti socialiste avait marqué distance par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Si demain il y avait des élections législatives, est-ce qu'ils repartiraient ensemble? Il le laisse entendre. Donc là, c'est un vrai sujet. Voteront-ils demain une motion de censure? Il ne l'exclut pas. Bon, et donc j'entends. Républicains de gauche, il y a une seule personne, c'est Emmanuel Valls. Pas du tout. Et j'entends d'autres voix, celle de François Hollande, celle de Bernard Cazeneuve qui n'est plus au Parti socialiste, celle de Raphaël Glucksmann. Et j'entends la voix sage, non pas d'un acteur, mais de quelqu'un qui compte toujours, qui est Lionel Jospin, qui rappelle que le Parti socialiste est dans l'opposition, qu'il doit s'opposer, mais qu'il ne peut pas créer les conditions du désordre et du chaos et de la déstabilisation en votant la motion de censure. Donc à partir de là, il y a un certain nombre de principes. Essayons de travailler ensemble. Regardez, il va y avoir... On sait vraiment que Lionel Jospin peut dessiner une ligne politique aujourd'hui pour des électeurs de 2027. Non, bien sûr. Mais je dis, il faut écouter ces voix. Elles ont toujours le rôle. Il va y avoir une sortie du conclave sur les retraites. Discussion entre le patronat. Non, entre le patronat et les syndicats réformistes. Il reste 5 syndicats. D'accord, mais la CFDT progresse à toutes les élections, c'est le premier syndicat de France, donc ne le méprisons pas. On a suffisamment critiqué le fait qu'on n'avait pas suffisamment écouté et intégré au cours de ces dernières années les corps intermédiaires, et pour me réjouir du fait qu'il y ait un dialogue en fonction de ce qui va sortir de ce conclave. Les forces parlementaires auront aussi à prendre leurs responsabilités. Donc, moi, je ne peux pas apporter de réponse pour le Parti socialiste. Sur les retraites, les forces parlementaires dont vous parlez, il y a eu un vote et à une écrasante majorité, ils ont voté pour l'abrogation de la réforme des retraites. Mais c'était un vote qui n'avait aucun sens et aucun poids. Mais parlons de la réalité. Ce que je veux dire, le pays ne peut pas s'arrêter. Oui. Et moi, je pense qu'il y a suffisamment je l'ai dit, sur l'Europe, sur l'économie, sur l'ordre républicain. Mais vous avez évoqué la possibilité, vous êtes mis un instant dans la peau d'un commentateur, d'un deuxième tour, Bardella peut-être, ou Mélenchon, que vous redoutez, que vous ne souhaitez pas. Mais si ça arrive, vous savez dans quel camp vous finiriez par voter? Vous auriez piscine? Non, je ne choisirais pas. Aquaponé. Vous refuseriez entre Mélenchon et Bardella, vous refuseriez? Je ne choisirais pas. Mais comme je ne suis pas un commentateur, et encore moins Madame Irma, mon rôle... Je vous le demande, est-ce que vous êtes mis dans ce rôle pendant mon rôle, voilà, mais j'en sors immédiatement. Ah d'accord, au bon moment. Donc, exactement, parce que je suis malin en répondant à vos questions intelligentes. Oui, mais un peu piégeantes. Donc je reviens à mon rôle qui est d'acteur politique, puisque je suis membre du gouvernement et que je suis un acteur politique, et que je pense que chacun de nous doit penser à 2027 dans cette perspective. Et donc, je dois participer, je dois tout faire pour créer les conditions d'une coalition. Mais la question est piégeante. Autour de qui aujourd'hui faut-il construire un cordon sanitaire? Parce que on construit toujours des cordons sanitaires et des fronts républicains. M. Wauquiez dit aujourd'hui c'est contre LFI. Hier c'était contre le RN. Est-ce qu'il faut un cordon sanitaire ou toutes les forces sont légitimes? Toutes les forces sont légitimes à partir du moment où les Français les envoient les représenter à l'Assemblée nationale. Moi, je dis suffisamment les choses. Chacun connaît mon combat contre l'extrême droite et chacun connaît ma thèse sur les gauches irréconciliables. Donc ça rend assez logique et assez cohérent ce que je suis en train de vous dire sur la nécessité de créer les conditions d'une véritable coalition, mais sur la base d'un vrai projet pour la France. Vous avez dit que la France ne s'arrêterait pas, que vous ne le souhaitiez pas, mais il peut y avoir une nouvelle dissolution. Ça, c'est de la responsabilité du président de la République. Mais moi, ce qui n'est pas souhaitable, c'est le désordre. C'est-à-dire que vous rendez compte. La nouvelle dissolution, c'est le désordre. Dans la situation que nous connaissons, c'est-à-dire
une reprise incontestable, nous voyons bien, incontestée, de la guerre en Ukraine. Il n'y a pas de solution avec Vladimir Poutine. Les risques d'un conflit avec l'Iran, les dangers que nous connaissons, la crise économique, en tout cas des finances publiques. À l'automne, avoir une dissolution sur la base d'une motion de censure ou une motion de censure qui fasse que la France n'ait plus de budget serait véritablement irresponsable. La tâche du gouvernement, la tâche du Premier ministre, c'est d'empêcher cela, et c'est évidemment de la responsabilité de toutes les formations politiques. Ce ne serait plus une décision originale, ce serait une décision irresponsable. C'est raison de plus pour un appel à